16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mes invités, explorateurs de l'extrême depuis 10 ans pour l'un, victime d'un accident pour l'autre, ce qui l'a rendu influenceur et plus encore vu qu'il fait beaucoup d'influence sur le handicap. Comment deux destins se sont rencontrés et ont décidé de partir pour une folle aventure en quête d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on part en expédition avec Lourilag, entrepreneur, créateur, producteur, auteur et conférencier, et l'influenceur Martin Petit à l'occasion de leur livre en commun Résilience, suivi de notre coup de cœur Rose Rose à 16h. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Laurie et Martin. Bonjour. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour de ce livre que j'ai dans la main qui s'intitule Résilience, abandonner n'est pas une option aux éditions Épaventure. Bien sûr, on va en parler longuement dans cette émission, mais l'envie d'abord de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si dans ce livre tout est concilié. D'abord, la première règle, c'est 3 mots pour vous décrire. Que diriez-vous, Laurie ? Original, sauvage et unique. Et vous, Martin ? Résilient, réfléchi et persévérant. Persévérant. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout du long de cette émission. Mais alors, on va démarrer par le début, toujours le début. Lourilag, ou devrais-je dire Louris Lagardère. Vous êtes né un 11 avril en 86 à Pessac, dans le sud-ouest de la France. Tout d'abord, est-ce qu'on a raison de tiquer sur ce nom de famille qu'on croit connaître ? Tout à fait. C'est pour ça que j'ai choisi de l'enlever en fait, justement, tout simplement parce que il était assujetti à de grands débats et finalement je ne viens pas de la famille Lagardère, voilà, pour clore le débat. Donc du coup j'ai choisi comme nom de scène entre guillemets Lourilag. Lourilag, voilà, c'est clôturé, c'est fermé. Aujourd'hui, à la vue de ce que j'ai lu sur vous, qu'est-ce que vous pourriez dire quel genre d'enfance vous avez eu ? Enfance plutôt chaotique. Voilà, moi je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants avec un père assez absent, plutôt violent dans mes jeunes années. Parcours de vie assez cabossé, atypique je dirais, qui m'a mené vers plein d'expériences souvent douteuses, mais voilà, qui m'ont permis à moi de me forger un caractère et de devenir l'homme que je suis. Pas toujours facile, mais c'est comme ça que j'ai abordé la vie en tout cas et qu'elle continue. Je me suis demandé, j'ai la réponse mais je vais quand même vous la poser, quel genre de petit garçon vous étiez ? Est-ce que vous étiez dissipé petit ou est-ce que finalement vous diriez que c'est la violence physique et la maltraitance psychologique qui sont la résultante de votre caractère ou l'inverse ? Un peu des deux. Je dois avouer que j'ai jamais été un garçon facile, ça j'ai aucun problème à l'avouer. Plutôt même très dissipé, qui a un problème avec l'autorité et les règles. Et de fait, mes parents, je pense, bien que voilà, ils ont fait comme ils ont pu finalement pour essayer de me cadrer, de me gérer. Et ma mère a essayé avec sa psychologie et mon père avec ses mains. Chacun a essayé et usé de ses techniques. Et ça m'a plutôt endurci et ça m'a conforté dans le garçon que j'étais un petit peu, on va dire, particulier. À l'adolescence, Lourilag, vous êtes un jeune homme rebelle, en colère. À 17 ans, vous partez, vous décidez de fuguer pour découvrir la rue, la drogue, la délinquance et peut-être le plus dur, vous êtes incarcéré. Tout à fait. À 20 ans, pourquoi ? C'est l'ascension à la délinquance. Ça commence par des petits vols. Je vivais dans la rue puisque le jour où en fait il s'est passé des actualités dans ma propre famille qui m'ont plus permis de rester dans le foyer, je suis parti, donc j'ai fugué et à partir de là c'est l'escalade, donc jusqu'à la détention on passe du petit voyou au banditisme et à un moment donné on se fait rattraper. Moi, il faut savoir que je me suis rendu à la justice pour finalement régler mes problèmes et payer ma dette, chose que j'ai faite. C'était il y a moi j'ai 37 ans et c'était donc il y a 17 ans. Voilà, j'ai pas spécialement de regrets sur cette époque-là parce que c'est aussi cet apprentissage de la vie qui m'a forgé. Vous allez y rester 5 ans, à peu près, un peu moins ?
Non, je reste moins que ça en détention. Je reste à peu près 1 an en détention, mais c'est surtout que j'ai 5 ans de quitter l'interdiction de territoire qui sont vraiment difficiles et qu'en fait, j'ai découvert le milieu carcéral, mais ensuite j'ai découvert ce qu'était la justice et à quel point ça pouvait être peut-être plus compliqué de vivre dehors enfermé que vraiment d'être entre 4 murs. C'est ça. Et finalement, on va voir dans votre évolution que ce n'est pas la violence, entre guillemets, qui va vous sauver, c'est l'amour pour l'écriture. Vous écrivez des lettres pour vos co-détenus quand vous êtes en prison, ce qui fait que vous allez bénéficier de leur protection. Et alors, il va se passer 2 choses importantes, 2 arrêts cardiaques. Ouais. Mais en fait, c'est dans la continuité de ma vie très extrême. Hein. Moi, je sais rien faire dans la simplicité. Voilà, donc c'est plein d'expériences plus ou moins douteuses les unes que les autres, mais en gros, toujours avec une faculté d'apprendre. Des fois, c'est dans le bon sens, des fois, c'est dans le mauvais sens. J'ai appris sur moi beaucoup et malheureusement, pour apprendre sur soi, il faut faire des expériences. Qui dit expérience dit chercher des limites et qui dit chercher des limites avec soi-même, c'est pousser son corps dans des retranchements où voilà, on joue, on flirte avec la mort. À la sortie des détention, j'étais très déboussolé et finalement... Vous aviez 25 ans à peu près? Quel âge mon premier arrêt cardiaque, il a été fait à 21 ans et mon second à 25 ans, oui, tout à fait. À 25 ans, donc un deuxième tournant dans votre vie, vous sortez de prison, mais vous êtes contraint par une interdiction de quitter le territoire pendant 5 ans, c'est jusqu'à 25 ans. Et au même âge, Martin Petit, finalement, un tournant dans la vôtre. Qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, moi, à mes 25 ans, le 21 août 2017, alors que j'étais en Master 1 en management du sport à Nice, juste avant la rentrée de mon M2, je profite de vacances pour aller chez mon papa qui habite dans les Landes. À cette époque, je venais de me séparer de la personne avec qui j'étais et je décide d'aller à la plage pour un petit peu changer les idées. Donc journée de plage classique, il fait chaud, il fait beau, on profite de la baignade et ce qui devait être d'ailleurs la dernière de la journée... je me dirige vers l'océan, je cours vers l'océan. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 heure avant, je me suis baigné à 50 mètres plus loin, je faisais 3 pas, il y avait du fond. Et en fait, à ce moment-là, au moment où je plonge, au moment de l'accident, il n'y en avait pas. J'ai pas fait attention. Et à ce moment-là, en fait, je me fracture la 5e cervicale. Il y avait, je manque de me noyer parce que effectivement, j'étais paralysé dans l'eau. Donc à ce moment-là, évidemment, je comprends pas du tout ce qui se passe. Et heureusement, j'ai un de mes amis qui m'a sorti de l'eau et qui m'a sauvé de la noyade. Et après, tout ce qui s'en est suivi, c'est les secours qui sont arrivés sur la plage. Et j'ai été héliporté à l'hôpital de Bayonne où j'ai été opéré pendant 7 heures. On a retiré la 5e cervicale qui était fracturée. Et puis j'apprendrai que j'ai une tétraplégie C6, C7. Donc c'est ce qu'on qualifie d'une tétraplégie basse, qui me permet quand même d'avoir des possibilités au quotidien d'être autonome. À quel prix? Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais je suis quand même très reconnaissant de mon niveau de tétraplégie. Finalement, au stade où on en est là en discutant ensemble, vous vivez une même interdiction quelque part. Prisonnier d'une terre pour l'un, si on peut dire ça comme ça, d'une chaise roulante pour l'autre. Et ce qui va vous sauver dans un premier temps, vous, Laurie Lag, c'est l'amour. Pour les auditeurs qui nous suivent, je suis forcée de penser à Tina Arena, forcément avec son album Love Saves, venu la semaine dernière pour nous en parler. Mais vous allez être sauvé par cet amour-là. Vous allez créer une première entreprise dans la construction de maisons éco-responsables. Un grand succès fulgurant, vous employez une 20aine de personnes, des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais ça ne vous suffit pas. Oui, c'est exact. Je rencontre la mère de mes enfants, qui a été mon garde-fou pendant presque 11 ans, même si aujourd'hui nous sommes séparés. J'ai beaucoup de respect pour cette femme et nous sommes liés pour la vie. Et j'essaye aussi de rentrer dans le droit chemin. C'est vrai que dans l'extrême, mais dans le bon sens cette fois-ci. Je bâtis une entreprise avec un concept nouveau et j'arrive à réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais au final, l'entrepreneuriat m'a enfermé dans un nouvel univers, encore une fois, et de fait je me sens emprisonné, encore une fois, et donc je me sens pas à l'aise et je décide de tout plaquer pour partir en voyage, et c'est à partir de là que je découvre certains profils et que l'aventure peut être un business, et je me lance seul sur mes premières aventures. Vous vous lancez seul et vous décidez finalement de devenir meilleur et d'aller jusqu'à des records pour pérenniser en quelque sorte ce que vous êtes en train de découvrir, où vous vous dites que vous avez quand même un potentiel.
Mais en fait, il faut savoir que dans le monde du sport de haut niveau, il y a plein de records du monde, que ce soit dans l'alpinisme, que ce soit dans l'escrime, aux Jeux Olympiques, où on veut. Et dans l'aventure, c'est une nouvelle discipline. Donc, partir à l'aventure, à cette époque-là, il y a deux personnes. Il y a Mike Horn et Bear Grylls, un Anglais et un Suisse. Personne les connaît vraiment, mais en fait, on se comprend qu'il y a quelque chose. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment on est reconnu dans un milieu où, en fait, il y a tout à faire. Eh bien, on essaye d'aller chercher des records du monde. Donc, c'est comme ça que je me suis fait, moi, à mon tour, connaître en essayant d'établir des nouveaux records dans des disciplines complètement différentes. Et ça a marché. Et c'est ce qui a lancé un petit peu le processus de mon travail aujourd'hui. Vous allez même vous faire reconnaître pour travailler dans une émission on peut pas dire qu'on dit une émission d'exploration. Oui, c'est une émission de télé, en fait, tout simplement, qui, entre le show télévisé et la télé-réalité... C'est pas Koh-Lanta. Non, c'est pas Koh-Lanta. Ça s'appelait Retour à l'instinct primaire. C'était une émission qui était sur RMC Découverte. C'était la première saison. Et puis finalement, en fait, dans cette émission, le concept, c'est survivre nu pendant, je sais plus combien de jours, 20 jours, je crois, avec un seul objet choisi. Et il s'avère que je tombe dans un des biotopes en Afrique du Sud les plus compliqués. Et puis que je me sens extrêmement à l'aise. Donc du coup, je me dis que je suis assez doué pour la survie. C'est un petit peu le fil rouge de ma vie. En fait, j'ai dû survivre dans tous les domaines, dans la famille, dans plein de choses. Et je me retrouve doué dans ce domaine-là, donc j'en fais mon métier. Laurie Lac, vous allez parcourir plus de 45 pays à travers le globe. Vous vous spécialisez dans les expéditions extrêmes en solitaire. Vous êtes capable de survivre aussi bien dans des températures glaciales que sous des chaleurs écrasantes comme celle du désert et toutes les forces de la nature. Quel est votre plus grand voyage, plus grand souvenir? Qu'est-ce qui vient à votre esprit là? Ma plus grande aventure, c'est d'être devenu papa. Donc moi j'ai deux magnifiques filles pour lesquelles je prends beaucoup de temps dans mon éducation. Et je dis souvent que j'ai deux métiers dans la vie, je suis explorateur et le reste du temps, je suis père au foyer. De votre côté, Martin Petit, vous allez vous raconter non pas vos périples dans la nature sur les réseaux sociaux comme Laurie Lac, mais ce que la nature a fait de votre vie un périple, alors que vous, Laurie Lac, vous vous confrontez à l'extrême pour survivre dans la réalité et que vous allez plusieurs fois frôler la mort. Donc il y a ce petit paradoxe entre vous qui va vous rassembler, on va le voir au fur et à mesure dans cette émission. Depuis 10 ans, Laurie, vous continuez de réaliser des exploits sportifs extrêmement dangereux. Vous allez même décider avec votre père de traverser l'océan Atlantique en voilier en 14 jours pour tourner la page. Quel est votre objectif de vie aujourd'hui ? Je pense qu'il se passe par étapes. Il faut savoir que mon papa est décédé en juillet de cette année. Moi, j'ai à cœur en fait d'accomplir des défis. Parfois, ça se passe dans sa vie personnelle, parfois ça se passe face à la nature, parfois ça se passe dans sa propre famille. Voilà, la vie est courte. Moi, j'ai un message assez direct par rapport à ça. Le compteur tourne, donc j'essaie de profiter, de m'accomplir dans tous les domaines qui sont importants pour moi. Ma vie de parent, mais aussi ma vie de fils, de frère, de père. Et donc, aujourd'hui, j'ai traversé l'océan Atlantique avec mon père. C'était un objectif de me réconcilier avec lui. Je l'ai fait. J'en tire que des bons souvenirs. Ce qui est drôle, c'est que finalement, le moment où je me rabiboche avec mon père, c'est le moment où je dois lui dire au revoir. Donc, c'est forcément très délicat aussi. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, j'ai passé 77 jours à survivre sur la banquise ces 4 derniers mois. Et je suis rentré pour enterrer mon père. Donc, voilà, je pense qu'il faut prendre le temps de profiter des vraies choses de la vie et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est sans doute que vous avez voulu essayer de faire avec ce livre Résilience qui est né comment, Laurie Lac, parce que c'est de votre idée au départ. Alors, le livre Résilience, c'est une réflexion personnelle sur finalement toutes les prises de risques que je prends, parfois inconsidérées, parfois plus ou moins grosses. Et voilà, il s'avère que moi, j'ai eu beaucoup de chance, je dois le dire. Je suis toujours rentré indemne, en fait, de mes aventures, avec toujours des petits bobos, mais jamais dramatiques. Et j'avais envie, d'une manière ou d'une autre, de raconter une histoire autour de ça, autour de cette dimension où j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de devenir handicapé, de me blesser. Et puis j'avais entendu parler de l'histoire de Martin Petit, qui s'était, lui, confronté à un changement de vie radical contre sa volonté sur une erreur bête. J'ai voulu raconter une histoire et c'est parti de là et voilà. Et j'ai passé un coup de téléphone à Martin en lui disant j'ai
j'ai une idée de fou. Voilà, je vais te faire voyager. On va partir aux quatre coins du monde. Lui était très réceptif forcément parce que jeune handicapé entre guillemets, il avait envie d'en découdre aussi et de prendre une revanche sur la vie. Donc voilà, je pense qu'il a adhéré à mon discours. Il s'est peut-être pas rendu compte de suite que c'était un petit peu plus extrême que ce qu'il imaginait. Mais finalement, résilience, c'est la somme de cette rencontre, de son histoire, de la mienne, et de ce message que j'ai envie de véhiculer et qui est quand même important, encore une fois, qui est la vie peut basculer en 1 minute. Faites attention, mais faites attention avant et qu'est-ce qu'on peut faire après aussi si jamais il nous arrive des drames comme celui-là. Ce livre, on le voit, c'est le dépassement de soi. C'est un livre merveilleux, plein d'images sublimes d'abord, où l'on voit votre cheminement, j'ai envie de dire physique au départ, de la phase pilote de votre projet pour trouver d'une part les gens pour vous accompagner, pour trouver les moyens techniques d'y parvenir jusqu'à l'aboutissement psychologique de votre aventure, du lac d'Anayet, je ne sais pas si c'est comme ça que ça dit, d'Anayet en Espagne jusqu'à la fin. C'est un projet en 3 temps, en tout cas vous l'avez imaginé, il me semble, en 3 temps, de la dune hurlante frontalière avec l'Algérie au Maroc, hurler sa colère au plus merveilleux, je crois, moment que vous avez vécu tous les deux, c'est Sous les toits du monde, dans les Alpes françaises où vous vous êtes envolé, c'est le cas de le dire, face au Mont Blanc. Et puis 3e, la résilience, où vous devenez, vous, Martin Petit, capitaine de votre vie. Et on le voit avec des moments très touchants, un secret qu'on va laisser secret. Vous êtes allé chercher au tréfonds de vous-même le courage pour arriver à faire cette expérience où vous y êtes allé les yeux fermés. Je pense que c'est un peu partagé. Déjà, comme a dit Laurie, quand il m'a passé le coup de téléphone, il m'a un peu vendu du rêve, il m'a mis des étoiles dans les yeux. Effectivement, je connaissais pas forcément le personnage, j'avais pas encore mesure du côté extrême. Après, d'un certain côté, se confronter aussi à des choses aussi extrêmes, ça m'a permis aussi moi de voir mes propres limites. Et moi, j'ai à cœur en fait depuis mon accident de prendre une belle revanche sur la vie. Et j'ai toujours cette volonté d'accomplir de grandes choses. Et pour accomplir de grandes choses, il faut qu'on ait la possibilité de le faire. J'ai senti en Laurie beaucoup d'énergie et je pense que c'est quelqu'un qui a pu m'emmener dans des endroits qui étaient quand même très reculés, que je pensais ne plus jamais pouvoir côtoyer. Et grâce à Laurie, finalement, on a été côtoyer ces lieux extrêmes. Et vous avez eu peur? J'ai eu peur à plein de moments, effectivement. Moi, de toute manière, ce qui est assez fou, c'est que quand je me retrouve confronté à des éléments dont j'ai pas notion, forcément, j'ai forcément une appréhension. Il y a aussi une réalité, c'est que être blessé médulaire, il y a plein de troubles associés et que je ne connaissais pas mon corps dans certaines situations. Oui, parce que vous allez convulser à un moment donné. Il y a un moment, effectivement, j'ai eu un gros coup de chaud, c'était au Maroc, donc ça fait effectivement partie des troubles associés. J'ai un problème de thermorégulation, donc dès qu'il fait chaud, je vais avoir beaucoup de difficultés à me refroidir, et inversement, quand j'ai froid, je vais avoir beaucoup de difficultés à me réchauffer. Et là, vous imaginez bien, dans un désert à 50 degrés, que on arrive dans des extrêmes températures. Et j'ai eu un gros coup de chaud, on a beau faire le nécessaire pour essayer de me donner de l'eau, de me rafraîchir, etc. Finalement, mon corps a pris le dessus et forcément ça a eu un impact sur mon psychologique. Et voilà, c'est ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est que on a rebroussé chemin, abandonner n'est pas une option, on a failli le faire parce qu'effectivement, il y a des moments où moi je le sentais plus du tout parce que ma vie était en jeu et que le jeu en valait entre guillemets pas la chandelle. On a côtoyé avec peut-être la limite, mais il fallait quand même aussi vigilant. Après, je pense que Laurie avait cette capacité à savoir s'adapter à moi. Et j'ai une extrême confiance aussi en lui. Et je pense que ce qu'on a fait là, j'aurais pu le faire clairement qu'avec lui, parce qu'il y aurait déjà aucune autre personne qui aurait pris le risque de m'emmener dans des endroits comme ça. Et je pense qu'il a su aussi composer quand même avec maniabilité sur mes besoins. Il a respecté aussi certaines choses pour que l'aventure continue. Dans le livre, on voit clairement que il y a cette aventure tous les deux, mais c'est aussi une aventure collective parce que vous êtes aidés, vous êtes à peu près une dizaine sur ce périple. C'est donc une aventure commune, collective, qui vous a lié pour la vie, vous diriez? Je pense que demain il y aura un avant et un après résilience et on sera forcément liés par ce qui est en train de se passer dans le bouquin. Et puis de toute manière, c'est inscrit dans le marbre maintenant, donc.
Ouais, lié pour la vie, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on y a mis de notre temps, de notre énergie, de notre sueur, énormément d'implications pour vraiment réaliser un projet, mais pour défendre des valeurs en fait qui nous dépassent nous en tant que petites personnes, Martin et moi en fait, pour parler de l'impossible, pour parler des barrières mentales qu'il faut exploser et arrêter d'aborder aussi le handicap d'une certaine manière. Moi, j'ai à travers ce livre et ce projet Résilience voulu casser les codes aussi de la communication avec laquelle on va parler de ce sujet qui est très tendancieux. Le handicap, personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ma signature, elle est brutale de toute manière, et je crois pas qu'il y ait besoin d'enjoliver des choses qui sont dures. La réalité, c'est celle-là, c'est celle du terrain, c'est celle qu'on a vécue, et j'ai voulu le raconter en images, là où on a réussi, là où on a échoué, et de dire là où on s'est relevé, et ce qu'on avait envie de faire, croire en nos rêves, et puis vraiment se dire rien n'est impossible. Est-ce que vous recommandez, si je puis dire ça comme ça, à chaque personne, même en situation de handicap, d'aller plus loin, de se dépasser quoi qu'il en coûte? Je pense qu'il y a aussi une réalité, c'est que moi je me décourage. Enfin, je parle à titre personnel, c'est vrai que dès que je fais face à une difficulté, j'ai tendance à me décourager parce que la difficulté me paraît peut-être un peu trop grande. Et je pense que c'est aussi la valeur de ce projet, c'est qu'on se rend compte que à partir du moment où on a une équipe, on a des gens sur qui on peut s'appuyer, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui s'est passé avec Résilience, c'est que effectivement tous les gens qui composent ce projet, il y a Laurie et moi, on est les deux protagonistes principaux, mais finalement il y a toute une équipe derrière. Parce que pour amener des belles images, pour amener des belles vidéos, pour avoir des partenaires aussi financiers qui nous ont permis aussi de partir, il a fallu du monde pour ça. Et moi tout seul, je me serais jamais lancé dans un tel défi. Moi, c'est un petit peu différent. Abandonner, pour moi, c'est une angoisse. Donc, le projet, dans sa globalité, a été très bien fait, puisque sur notre rencontre, la vidéo pilote, là où nous avons abandonné, m'a donné en fait la volonté de me dire qu'on tenait quelque chose de très difficile à réaliser. Et moi, ce qui m'anime, c'est le défi d'aller quelque part là où quelqu'un n'a pas été, de relever un challenge qui est certainement bien plus grand en fait que ce que les gens peuvent imaginer, et de le raconter pour inspirer, mais aussi de le raconter pour évidemment donner envie aux gens qui sont en situation de mobilité réduite, mais à tout le monde en fait. Parce que je le dis tous les jours, mais en fait ce projet, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être n'importe qui en fait, et on a cette vocation de vouloir inspirer les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, en racontant la vérité justement, et pas en disant allez-y, foncez, ça va être beau, ça va être facile. Non. Mais on le voit dans votre livre, en tout cas, Laurilac, ce que vous avez réellement pour vous, c'est que vous avez un mental de king, si c'est bien comme ça que vous dites dans le livre, et que vous avez rendu Martin Petit le capitaine de sa vie, je pense. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand on finit de lire ce livre. Merci beaucoup, on poursuit cette émission encore ensemble, bien sûr, jusqu'à 16h30 avec Laurilac et Martin Petit pour leur livre d'exploration Résilience aux éditions Épaventure. Dans un instant également, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou annonce un voyage aux États-Unis la semaine prochaine. Objectif, s'adresser aux Nations Unies lors de l'ouverture de la 78e Assemblée Générale de l'institution. Le président américain Joe Biden n'a cependant pas adressé d'invitation à Netanyahou. Le rabbin Pinto prie pour la guérison des blessés au Maroc. Hier soir, devant 10 000 personnes lors du plus grand événement juif d'Israël, le rabbin a offert une prière spéciale pour les juifs marocains. Au Maroc, justement, 2 jours après un violent séisme qui a secoué tout le pays, le nombre de morts et de blessés continue d'enfler. Selon le dernier bilan du ministre de l'Intérieur, 5 000 personnes seraient impactées physiquement par la catastrophe, parmi quoi 2 500 morts et 2 500 blessés. Une délégation israélienne est sur place pour rapatrier les Israéliens encore sur le terrain.
Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique se dit inquiet de la banalisation de la situation en Iran. L'Iran où une escalade nucléaire a lieu. Depuis plus de 2 ans, l'instance onusienne peine à contrôler le programme nucléaire iranien qui ne cesse de monter en puissance. Téhéran nie vouloir se douter de la bombe atomique. Enfin, côté météo, après la grosse vague de chaleur de la semaine dernière, c'est le retour de la pluie et des orages. Ce lundi 11 septembre, il devrait se mettre à pleuvoir dans les prochaines heures à Paris, avec même un risque d'orage d'ici 2 petites heures. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on retrouve mes invités sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mes invités aujourd'hui, Laurie Lag et Martin Petit pour leur livre d'exploration Résilience aux éditions Épaventure. Et dans cette partie d'émission, je vous le disais il y a une seconde, on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Emma Scali nous propose un train pour Milan et nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie Lag, bonjour Martin Petit. Alors parce que nous parlons de voyage, n'est-ce pas, dans cette émission, j'avais envie donc de vous emmener prendre un train pour Milan. Le train de Dino Buzzati que François Feroletto a choisi d'affréter pour nous embarquer dans le plus étonnant des voyages. Or, ce voyage que le comédien raconte avec brio, c'est celui d'un jeune homme, Marcello Saracino, qui délaisse sa Calabre natale pour rejoindre Milan. Ce faisant, il s'invente, un peu comme vous deux finalement, un destin. Tel un héros de tragédie grecque, il doit faire face à la fatalité qui façonne notre réalité. Alors je m'explique. Qu'est-ce qui se passe ? Quand la pièce démarre, Marcello est en prison. Nous comprenons alors que d'ici 1 heure, il devra faire face à la foule pour plaider sa cause et tenter de retrouver sa liberté. Si la foule applaudit, il sera libre. Si elle le siffle, il retournera en prison pour toujours. Alors une grande question, pourquoi est-il en prison ? C'est tout l'enjeu de la pièce Cyrielle et de toute l'histoire qui nous est contée. En fait, c'est l'histoire d'un Calabrais qui, dans les années 50, quitte son petit village pour se rendre à Milan. C'est l'histoire d'un homme qui se bat pour sortir de la misère, celle d'un être qui gagne tout et qui perd tout à la fois. Une histoire de déracinement, de quête, mais aussi de drame. Marcello est un homme ordinaire en recherche d'une vie meilleure. S'il quitte son village du sud de l'Italie pour la ville effervescente de Milan, c'est parce qu'il espère y faire fortune et prospérité. Cependant, son existence prend un virage tragique. Lorsqu'il est condamné à la prison à perpétuité. Et tout au long du récit, il espère pouvoir convaincre la foule de son innocence, parce qu'en réalité, il n'a rien commis. Une chance qui ne lui est accordée qu'une fois, de pouvoir se mettre devant la foule comme ça. Alors l'intrigue, elle est spécifiquement italienne, bien sûr, mais elle résonne avec des thèmes universels qui, je pense, pourraient vous parler. L'espoir, la justice, la quête d'une vie meilleure. Et au-delà de l'histoire de Marcello, un train pour Milan nous offre un regard éclairant sur l'Italie du XXe siècle, une époque de profonds changements sociaux et culturels. Il y a de la musique, de la danse, du chant, et la pièce met en valeur
cette époque qui est révolue tout en nous offrant une expérience théâtrale à la fois captivante et extrêmement touchante. Sur la forme, Emma Scali, je crois que Dino Buzzati est connu pour être un maître du réalisme fantastique. Est-ce que cela se retrouve dans la pièce ? Alors oui, tout à fait Cyrielle, vous avez raison. Dino Buzzati, en fait, c'est un homme qui est un auteur qui est connu, reconnu pour son exploration profonde de l'âme humaine et de la condition humaine à travers des scénarios fantastiques. Eh bien, en parallèle de sa carrière prolifique de journaliste, en fait, il est l'auteur d'un éventail d'œuvres littéraires où se mêlent réalisme et mystère. Eh bien, le spectacle composé par François Feroleto, qui est inspiré de cet univers, eh bien, traduit tout cela, à la fois le tragique et l'absurde de cet homme condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, mais de manière fantastique. Et François Feroleto souligne tous ces éléments à travers ce personnage perdu, mais il joue aussi beaucoup sur l'authenticité et sur l'immense empathie qui touche inévitablement, j'ai envie de dire, les gens. Et puis dans ce spectacle, on a aussi la voix de Michel Bouquet. Et ça donne une impression supplémentaire, une espèce de ferveur comme ça. Et l'œuvre nous fait réfléchir à la fois sur le réel, sur l'importance de la justice, de la tolérance, de la compassion, mais aussi, et là, je pense que ça vous parlera, de la résilience. Et donc c'est un espoir finalement, un hymne à la vie. Merci beaucoup Emma Scali. Une petite conclusion peut-être, petit mot. Une petite conclusion, eh bien on pourrait dire qu'un train pour Milan, eh ben ça nous permet de voyager dans le temps et l'espace pour nous offrir une soirée inoubliable, comme une fenêtre vers une autre réalité, celle qui donne son sens à l'art, entre divertissement, poésie, mise en perspective de nos comportements au sein d'une société complexe, mais mise en perspective de nos comportements pour aller vers soi, pleinement, totalement, et se réaliser quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Emma Scali, c'est bien Merci. raconté, on a envie d'y aller. Un train pour Milan se joue au théâtre de la Huchette. Et bien voilà, je vous dis tout, au théâtre de la Huchette jusqu'au 2 décembre, du mercredi au samedi à 21h, dans une mise en scène de François Feroleto en collaboration avec Gaël Billot-Dano. Et vous Emma, vous avez en préparation un seul en scène et on retrouve toute votre actualité de comédienne et d'auteur également sur votre Instagram Emma Scali officiel. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblom. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie Lag et bonjour Martin Petit. Bonjour. Aujourd'hui, je suis face à des explorateurs. Il y a de ça bien longtemps, avant même Dora l'exploratrice ou encore Internet Explorer, il était une fois les explorateurs. Une musique composée par Michel Legrand, s'il vous plaît. Ah mais oui, j'en doute pas. Mais oui. Alors forcément, Kevin, je ne suis pas certaine que nos invités aient le goût de l'aventure grâce à ce dessin animé. Il était une fois les explorateurs, mais bon. On peut peut-être bien, Cyrielle, mais dans cette chronique, je vais, si vous le permettez, messieurs, à ma manière, essayer de vous parler de l'univers des aventuriers. Si tout le monde n'a pas l'occasion de voyager et d'explorer le monde comme vous, il est possible de voyager à travers la musique. Vous avez, Laurie, comparé la famille, votre famille et vous-même à un train avec des wagons dont vous seriez la locomotive. Une locomotive qui a besoin de carburant pour avancer. Votre carburant, c'est partir à l'aventure, loin des conditions extrêmes. Et là, le plus souvent, vous êtes seul. C'est pas pour moi. Vous avez sans l'ombre d'un doute reconnu la chanson Je marche seul de Jean-Jacques Goldman. Alors flashback, nous sommes en 1985, l'auteur, compositeur et interprète français Jean-Jacques Goldman sort la chanson Je marche seul qui fait partie de son 4e album intitulé Homologué. Le tube se vend à 700 000 exemplaires. La solitude est le thème principal de Je marche seul. Une solitude choisie pour se retrouver seul avec soi-même. Marcher seul, c'est laisser aller ses pensées, ses rêves les plus fous. Être en accord ou pas avec soi-même. Jean-Jacques Goldman a écrit plusieurs versions de cette chanson avant de trouver la bonne. Je marche seul est resté classé au top 50 pendant 30 semaines. Et il y avait un clip, je crois, assez incroyable aussi. Effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce clip. Jean-Jacques Goldman y incarne un marin qui s'échappe du service militaire à bord d'un bateau et il y vit une aventure, cette fois amoureuse, avec une femme à bord du navire. Mais néanmoins, il se retrouve seul à la fin du clip et continue à marcher seul. L'année de la sortie du titre. Eh bien, l'année de sortie du titre, tout à fait, Cyrielle. Goldman disait que pour lui, être seul n'était pas une punition. Au contraire, il expliquait qu'il en avait physiquement besoin.
pour lui et comme pour vous, je crois, tous les deux, Laurie et Martin, être seul, marcher seul est un privilège. Il disait, dans le refrain de la chanson, je suis riche de ça et ça ne s'achète pas. Marcher seul est donc un luxe pour Jean-Jacques Goldman. Et Kevin Diab, on va poursuivre en musique avec une chanson d'un autre artiste qui vous a fait penser à nos explorateurs du jour. Effectivement, être explorateur, c'est partir à l'aventure et dépasser ses limites en risquant parfois sa vie, sans penser à autre chose qu'à atteindre son objectif. Si pour un aventurier comme vous, Laurie Lag, partir au Sahara pour faire une course dans le désert pieds nus sous une chaleur harassante ou au pôle Nord par moins 70 degrés ne laisse pas de place au doute, et même si les expéditions sont pour vous une délivrance et non une souffrance, il reste pourtant pour vous à... Et pourtant je vis Flashback. Nous sommes en avril 1982. Daniel Balavoine sort son 6e album, Vendeur de larmes. Un album aux tonalités rock, enregistré à Ibiza. Un léger changement de style qui s'opère. Le rock à Ibiza, j'adore. Oui, il l'a fait, c'est comme ça. Un léger changement de style qui s'opère après les succès de Starmania ou de tubes comme Mon fils, ma bataille ou La vie ne m'apprend rien. Mais le succès dont je veux vous parler aujourd'hui, vous l'avez donc deviné, c'est Vivre ou Survivre. À sa sortie, le single rencontre un franc succès et se classe même dans le top 10 du hit parade. Il oppose dans ce titre les difficultés du quotidien à un puissant optimisme. Il disait lors d'une interview à la radio-télévision suisse en 82, « La seule chose dont on ne puisse être sûr, c'est d'être là. On ne choisit pas le moment où on arrive, le moment où on part. Si on peut un petit peu s'occuper de ce qu'il se passe entre les deux et le vivre, ne serait-ce que pour soi, le vivre avec respect et en se rendant compte qu'on a de la chance d'être là, je crois que c'est déjà le principal. » Il y a, je crois, une seule fois où ils ont chanté ensemble. Tout à fait. Goldman et Balavoine n'ont chanté qu'une fois ensemble sur scène et c'est justement pour chanter Je marche seul le 13 octobre 85 lors du concert des Chanteurs sans frontières à La Courneuve au profit de l'Éthiopie. Après la musique, la lecture avec un livre qui a marqué votre enfance, Kevin. Et sans doute qui va marquer nos invités, je l'espère. Écoutez, j'aurais pu logiquement vous parler de la référence, l'un des plus grands explorateurs au monde de nos jours. J'ai nommé Monsieur Mike Horn, qui vous a d'ailleurs adoubé, Laurie Lag, puisqu'il a préfacé votre livre Horizon Extrême. J'aurais pu, par exemple, vous parler de son dernier ouvrage, paru en 2022, Le SOS d'un aventurier, qui a pour but de raviver la flamme de l'aventurier qui sommeille en chacun de nous. Un livre plein de conseils pour trouver de l'eau et de la nourriture, allumer un feu, s'orienter. Bref, un livre truffé d'astuces et de recommandations pour réussir vos futures expéditions. Mais non, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui m'a moi-même permis, enfant, de survivre pendant mes camps scouts. Le livre dont je souhaite vous parler est considéré comme une véritable encyclopédie, un petit guide du scoutisme. Il contient une immense somme de connaissances diverses comme construire un pont ou un bateau, échapper à un ours furieux, allumer un feu sans allumette, reconnaître les bruits d'animaux, dormir à la belle étoile. En résumé, un manuel idéal pour les enfants qui rêvent de découvrir et d'apprivoiser la nature. Riri, Fifi et Loulou s'en servent très souvent dans les aventures de Donald et Picsou pour aider leur oncle. Vous avez deviné, il s'agit du manuel des castors juniors. Et oui, c'est ma référence à moi. Et alors, qui c'est qui l'a inventé ? Eh bien, pour la petite histoire, un équivalent du manuel apparaît pour la première fois en mars 1954 dans Les Mystères de l'Atlantide, une histoire dessinée par Karl Barks, alors auteur et illustrateur chez Disney et créateur du personnage de Picsou. 3 mois plus tard, ce livre est utilisé par les neveux du canard le plus riche du monde et devient le manuel des castors juniors. Barks inclut dans l'ouvrage des éléments historiques grâce à des connaissances qu'il avait glanées en lisant la revue du National Geographic et dans le guide du scoutisme de Robert Baden-Powell, qui n'est autre que le fondateur du scoutisme. On va terminer cette chronique par une recommandation que l'on peut voir sur le petit écran et que l'on peut voir, je crois même. Oui, qu'on peut voir, tout à fait. Oui, je vais vous parler d'une émission qui pourrait vous intéresser, et notamment Laurie Lag, puisque vous avez participé à Retour à Instinct Primaire, cette émission de survie. Vous étiez nu avec seulement un tomahawk pour vous en sortir. L'émission en question dont je souhaite vous parler n'est autre que Nu et culotté, qui entame sur France 5 depuis juillet dernier sa 11e saison consécutive de diffusion. Alors, de quoi ça parle, me demanderez-vous ? Eh bien, l'émission documentaire de 52 minutes par épisode nous montre Moots, de son vrai nom Guillaume Tisserand-Mouton, et Nance Thomasé, qui sont tous les deux amis depuis plus de 10 ans, suite à leur rencontre dans une école d'ingénieurs. Le concept: les deux hommes partent nus et sans argent à travers le monde, simplement équipés d'un baluchon et de caméras. Ils doivent chercher comment dormir et s'habiller grâce au troc ou quelques services rendus. Ils vont trouver des vêtements, le gîte, le couvert et de l'aide pour se déplacer à pied
à vélo ou en faisant de l'autostop, mais pas uniquement en voiture, car ils innovent en faisant ce qu'ils appellent de l'autostop avion, canoë ou caravane, pour ne citer que cela. Est-il possible de repartir à zéro en pleine nature, sans vêtements et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d'enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin? Munis de leurs 2 caméras paluches fixées à un baluchon qu'ils portent à l'épaule, Nance et Moots filment spontanément leur voyage et laissent libre cours à la rencontre et à l'inattendu et à l'authentique. Pourquoi tenter des expériences itinérantes culottées en partant nus? À cette question, ils répondent que ce qui les motive, c'est d'expérimenter l'humanisme et la sobriété heureuse, de voir comment on peut vivre peut-être encore plus heureux avec moins. Mais si vous voulez mon avis, moi je pense que c'est pour aller... Merci beaucoup Sylvain Blum pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de nos invités. C'était chouette. Merci beaucoup. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Allez, à la semaine prochaine sur Radio J. Merci. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Chers invités, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer, si vous voulez bien, de faire ça maintenant avec l'introspection. 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémy Ababou. Commençons par vous, Laurie Lag. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Oh, c'est compliqué ça. Qu'est-ce que je changerais Le décès de mon père, je pense. Vous auriez pu faire quelque chose ? Non. Mais je pense que je l'aurais détecté avant, on aurait fait des choses, je pense. Martin Petit. Me faire davantage confiance. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Et confiance en toi. Ouais, ça va être un peu pareil, ouais, croire en ses rêves et s'affranchir de ses limites. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi, Laurie Lag ? L'enfance, je pense. C'est l'ignorance, ne pas se poser de questions sur ce qui arrive le lendemain, toujours avoir plus ou moins à manger et être heureux sans se poser de questions. Martin Petit. Moi, je dirais l'instant présent. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? Malheureusement, j'en ai pas fait qu'une. Et à chaque fois, j'ai réussi à me relever, à me racheter, à m'accomplir. Donc, je crois qu'il faut faire plein d'erreurs pour devenir quelqu'un. Moi, je pense que je manque de savoir communiquer. C'est ma plus grosse erreur. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Prendre du temps. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Prendre plus de place et être plus à l'aise à l'oral. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? J'ai passé 77 jours en Arctique seul face aux ours et aux loups. Ben, moi, je pense que pour le coup, résilience a pris une grosse place dans ma vie, donc ça va être ça. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Les deux, mon capitaine. C'est vous le capitaine, Martin. Ben, je pense que c'est un peu des deux. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps, sur votre personnalité, au choix, qu'est-ce que ce serait ? Ma taille, un petit peu plus grande. Retrouver mon six-pack. Votre quoi ? Les six-pack, les abdos. Non, c'est une blague. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? J'obligerais les jeunes à faire 6 mois de service militaire et 6 mois de voyage forcé. Et moi, je mettrais... Pourquoi ? Je crois que c'est la meilleure façon de découvrir un peu le monde, c'est-à-dire les règles et d'un côté la liberté. Et moi, je mettrais davantage le sport au milieu de l'éducation. Après votre départ, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? C'est dur, ça. À quel point moi j'ai réussi à les inspirer peut-être à travers mes actes. J'espère que ça va les aider.
Je dirais la même chose. J'ai envie de laisser ma trace et rendre fier mes amis, ma famille, enfin mes proches quoi. Je pense que on cherche tous un peu ça. Laurie Lague et Martin Petit, vous êtes venus nous voir pour ce livre qui s'intitule Résilience. Abandonner n'est pas une option. On a bien entendu que pour vous, ce n'était pas une option, ni pour l'un, ni pour l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce livre, d'une part, et pourquoi il faut l'acheter ? Je pense que le projet est unique, clairement. Nous avons pris énormément de risques pour mettre tout ça en image, raconter une histoire qui n'est pas que la nôtre, donc il y a beaucoup d'inspiration aussi qu'on essaye d'apporter et de partager. Ce livre, c'est à la fois se confronter à sa propre vie, à ses propres peurs et comment les surmonter en équipe, comment les surmonter soi-même, comment dépasser ses propres limites, celles qu'on s'est fixées. Et puis finalement des valeurs qui nous sont communes, la résilience évidemment, mais aussi la cohésion de groupe, l'accès à la nature et je crois que ce bouquin résume beaucoup de sujets en une seule histoire. Et pourquoi il faut acheter le bouquin ? Parce qu'on s'est vraiment fait chier à le faire, quoi. C'est 3 ans de voyage aux 4 coins du monde pour amener des images incroyables. Il faut savoir que derrière chaque image, il y a un gars qui est en train de courir à droite, à gauche pour faire une photo, une vidéo. Et on est très content parce que finalement, on a réussi à en faire un livre, mais on a réussi à en faire un documentaire. C'est ce que j'allais vous dire. Justement, ce documentaire, est-ce qu'on peut avoir la chance de l'apprécier ? Je sais qu'il a été ouvert à certains journalistes il y a quelques jours où il fallait venir au Cube Hôtel pour venir apprécier ce documentaire. Mais est-ce que le grand public peut y avoir accès ? Bien sûr. Ce qu'on a fait pour les soirées d'ouverture, c'est que nous avons montré qu'une toute petite partie de documentaire, qui est le teaser. Mais Résilience, le film, sera disponible le 27 novembre dans la plus grande salle de cinéma du monde, qui est le Grand Rex. À 20h30, voilà, avec une billetterie ouverte à tous et payante, afin de donner le plus possible de visibilité à cette aventure qui nous a pris 3 ans. Est-ce que c'est d'un visionnage unique ou c'est l'ouverture ? C'est un visionnage qui sera effectivement unique, puisque j'ai pris la position de faire un seul événement assez grandiose plutôt qu'une tournée comme je l'ai déjà fait. Moi, j'aimerais bien l'avoir sur Netflix. Moi, je me permets, j'adore le cinéma, mais ce serait bien qu'il y ait une petite négociation. Nous brancher sur Netflix, alors. On va vous brancher sur Netflix. Résilience abandonnée n'est pas une option aux éditions Épaventure. Vous pouvez retrouver ce livre qui pose aussi des grandes questions, comme vous l'avez dit. Je vais quand même les citer. Comment trouver la force pour se reconstruire après une période chaotique de sa vie ? Comment accomplir ses rêves en partant de rien ? Pourquoi la recherche de la liberté passe par l'affranchissement des codes ? Comment briser les barrières mentales qui nous empêchent de vivre pleinement ? Et puis surtout, comment développer la résilience ? On va écouter une chanson qu'on aime tous, qui va démarrer dans un instant. Vous restez encore avec nous, bien évidemment, dans un instant. Notre coup de cœur du jour également, notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Et puis bien évidemment, vous restez avec nous. Juste après, c'est la pause et le journal de l'info. Restez connectés et puis l'écoute sur Radio J. Dans les yeux, au cou, bien trop court, notre amour les appelle au secours. Savent qu'un sourd n'entend pas ce qu'il veut, et pourtant il veut vivre, survivre, sans poème, sans blesser tous ceux qu'il aime, être heureux, malheureux, vivre seul ou même à deux, mais vivre pour toujours, sans discours, sans velours, sans les phrases inutiles d'un vieux roman photo. Oh, fleurs, fan et meurt, noir et blanc, seule couleur d'un futur qui est déjà le passé pour deux. Et pourtant il faut vivre pour survivre, sans poème, sans blesser tous ceux qu'on aime, être heureux, malheureux, vivre seul ou
15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Venez célébrer Tishri 5784 avec Judaïsme en mouvement. Rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre, puis les 24 et 25 septembre, en présentiel et en streaming, pour participer aux offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans les lieux habituels de Judaïsme en mouvement. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes de Tishri avec Judaïsme en mouvement en réservant vos places dès maintenant sur judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek, avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri, ou plutôt avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Au Vaad HaRabbanim, la plus grande caisse de tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Plus que jamais, à l'occasion des fêtes, il est de notre devoir de nous mobiliser. Donner au Vaad HaRabbanim, c'est la garantie d'un don bien redistribué. Il compte sur vous. Vaad HaRabbanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadharabbanim.org. Shana Tova. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal sur Israël et le leader de l'opposition gouvernementale Benny Gantz. L'homme politique annonce qu'il acceptera tout compromis sur la réforme du système judiciaire. Le chef du parti de l'opposition Unité Nationale Benny Gantz déclare qu'il soutiendra le compromis sur la réforme judiciaire, quelles que soient les motivations du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Si une solution est sur la table et protège la démocratie, je serai là, a-t-il assuré. Une prise de position qui intervient alors que la Cour suprême doit se prononcer demain sur des pétitions en faveur de l'annulation de la loi sur la clause de raisonnabilité, une loi issue de la réforme du système judiciaire votée par la Knesset peu avant l'été. Une délégation officielle israélienne est en Arabie Saoudite pour le sommet de l'UNESCO. Elle est arrivée sur place hier. La délégation composée d'officiels du ministère des Affaires étrangères et de l'autorité des Antiquités est arrivée à Riyad pour participer à la réunion du comité du patrimoine mondial de l'organisation. Cette visite marque la toute première visite officielle et publique d'une délégation du gouvernement israélien en Arabie Saoudite. Une visite qui se fait par ailleurs en pleine discussion autour d'une normalisation des relations entre Jérusalem et Riyad. Binyamin Netanyahou déconseille aux Juifs de se rendre à Ouman pour Rosh Hashanah. Le Premier ministre avertit la population qui souhaite se rendre à Ouman. Les citoyens israéliens qui se rendent en Ukraine doivent assumer la responsabilité de leur déplacement. Dieu ne nous a pas toujours protégés en Europe ni en Ukraine, a-t-il affirmé. Des propos qui ont suscité l'indignation, notamment au sein de la communauté ultra-orthodoxe, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le député Ashkenaz Israël Eichler a accusé Netanyahou d'ignorance et les sionistes d'être responsables des persécutions subies par les Juifs durant la Shoah. Le Dieu d'Israël a protégé la terre d'Israël durant plus d'un siècle de l'idolâtrie du pouvoir, de la vulgarité et de l'assimilation du régime laïque, selon ses termes, autrement dit du sionisme, et ajoutant que si l'Allemagne nazie n'avait pas envahi Israël, ce n'était pas grâce aux sionistes, mais grâce au miracle. Ça donne une idée de la profondeur des divisions. La tension est à son comble au sein même de la coalition et il suffit d'un mot malheureux pour que le vernis craque.
Dans le monde, notez qu'Israël a envoyé hier soir une délégation au Maroc. Objectif, rapatrier ses ressortissants suite au séisme qui a secoué le pays. Narendra Modi, premier ministre indien et hôte du G20, a annoncé ce week-end l'adoption de la déclaration finale du sommet. L'obtention d'un consensus parmi les membres du G20 est devenue de plus en plus complexe ces dernières années, notamment en raison de divisions sur la position à adopter concernant l'invasion russe en Ukraine. Selon la déclaration adoptée à l'issue du sommet, les dirigeants des pays du G20 ont dénoncé l'emploi de la force dans le pays, sans citer la Russie, mais le texte ne fait pas mention d'une agression russe en Ukraine. L'ancien ministre de l'Intérieur français Dominique de Villepin revient sur cette autocensure du G20. Une partie du monde du Sud global ne souhaite pas condamner la Russie et on obtient donc un communiqué qui est effectivement très timide sur ce point-là. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur français, au micro de France Info ce matin. Pour celles et ceux qui voudraient passer le permis de conduire, sachez que l'examen du code de la route fait peau neuve dès demain avec le renouvellement de toutes ces questions. Elles devraient désormais être plus claires et plus intelligibles d'après la délégation interministérielle à la sécurité routière. Ces changements interviennent après des critiques formulées dans un rapport de 2019 sur cet examen théorique général. La banque de questions de l'examen théorique général comprend désormais 1037 questions. Enfin, une information qui vous inspirera peut-être. On connaît enfin les prénoms les plus donnés en Israël cette année. C'est l'autorité de la population et de l'immigration responsable du recensement dans le pays qui vient de les dévoiler quelques jours avant Rosh Hashanah. En haut du podium côté garçon, on retrouve donc les prénoms Mohamed, Adam ou encore Yosef. Et côté filles, les classiques bibliques reviennent visiblement à la mode avec une majorité d'Abigaël, de Tamar et de Yaël. Une belle liste de prénoms à retrouver sur le site de l'autorité de la population et de l'immigration israélienne si vous êtes en panne d'inspiration et qu'une naissance est prévue dans les prochaines semaines dans votre entourage. Merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et puis on poursuit mon émission avec mes invités Lou Rillag et Martin Petit sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Au Vaad HaRabbanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Pour chaque prise en charge d'une famille à 312 €, recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du Rav Chaim Kanievski Zatzal, Ségoula pour une bonne parnassa. Il compte sur vous. Vaad HaRabbanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadharabbanim.org. Shana Tova. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Amazon, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mes invités Lou Rillag et Martin Petit pour leur livre Résilience. Abandonner n'est pas une option aux éditions Épaventure. Tout de suite ensemble, on va découvrir un coup de cœur, si vous le voulez bien. Et on découvre le duo franco-britannique Rose Rose. Bonjour Samuel. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Pierre, qui est en duo avec vous, n'est pas venu parce qu'il y a le Covid qui est passé par là, mais on l'embrasse bien fort. On lui souhaite un bon rétablissement. Et en attendant, on va parler de cette musique, Sugar Hill, que nous sommes en train d'écouter. Je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Vrai coup de cœur sur Instagram. Alors je voulais vous dire d'une part, bravo. Merci. Et ensuite, vous permettre de faire découvrir cet univers qu'on peut qualifier de funk. Ouais, de funk, ouais. De pop, de disco. On essaie de faire référence un peu à la musique
avec laquelle on a grandi et celle aussi que nos parents nous ont transmis. La French Touch, la disco, le rock, exactement. Tout ce qu'on aime. Comment vous vous êtes rencontrés avec Pierre ? Alors on s'est rencontrés il y a à peu près 12 ans autour d'une pizza. L'un de nous a fait une indigestion, l'autre s'en est occupé toute la soirée et on s'est beaucoup rapprochés comme ça. Donc amis d'amis, j'imagine ? Exactement. Voilà, dans Amis de une cousins. soirée. Amis de cousins, donc soirée festive entre Exactement. potes. Et comment vous vous êtes découvert cet amour pour la musique À la commun. base, notre relation, elle était simplement basée sur un échange des musiques sans pour autant produire ensemble, simplement en tant que fan de musique. Et ensuite, Pierre est venu il y a à peu près 5 ans, 4 ans, un week-end à Londres. On était censé sortir, découvrir la ville. Et au final, on est resté pendant 2 jours chez moi à faire de la musique. Donc c'est vous qui habitez à Londres. Exactement. Et aujourd'hui, vous travaillez comment ? Vous travaillez à distance ? On travaille beaucoup à distance, mais Pierre vient beaucoup à Londres et moi, je viens beaucoup à Paris. Ok. Ça fait 4 ans que vous avez monté ce groupe Rose Rose ? Oui. Pourquoi Rose Rose ? Alors pourquoi rose rose ? Le rose pour nous c'était une couleur importante. À l'époque de la Renaissance, le rose n'avait pas de nom, ça s'appelait le rouge pâle. C'est une couleur qui a ensuite évolué. On a appelé ça le rose assez récemment. Et c'est cette idée de l'évolution d'un style, l'évolution d'un genre. Nous on essaye de réactualiser la disco et on essaye de réactualiser aussi la période de la French Touch début des années 2000. Et là, c'est la même chose, c'est cette idée de moderniser une certaine couleur, une certaine teinte. On va écouter ce titre un peu plus fort. To the sign of the time seems so old, but since I've been trying to make the call, trying to climb it off the wall, with the madness going on and on and on and on and on. Just sit down and make some space. Sugar Hill's not a race, with the madness going on and on and on and on and on. Take a break, be awake, make the call. Off the wall, start the race and embrace. Give a shout, there's no doubt. On est en train de se dire en off, c'est bon ce son quand même. Hein. Moi, j'ai un papa guitariste et je sais que là, il est en train d'écouter et il doit être avec sa guitare en train de commencer à vouloir gratter parce que c'est vrai que vous nous embarquez. Vous avez sorti depuis 2020 une poignée de titres. Celui-là, Sugar Hill, qu'on va l'entendre, c'est le dernier. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer et qui chante ? Donc ce qu'on essaye d'exprimer, comme je disais, c'est on essaye de faire quand même référence un peu à tous les styles. C'est le premier EP, donc le premier EP on essaye toujours un peu de faire référence à un peu tout ce qui nous a influencé jusqu'à là, la raison pour laquelle on a voulu faire de la musique. Ça c'est sur la forme. Ça c'est sur la forme. Mais sur le fond. Sur le fond, ce qu'on voulait exprimer, on n'a pas nécessairement, on aimerait faire une musique qui est ouverte, qui nous représente, on réfléchit vraiment à l'instinct quand on fait de la musique, donc on n'essaie pas de préméditer nos créations. Ce titre-là, Sugar Hill, il fait partie d'un EP. Exactement. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Eye to Eye. Eye to Eye, et Charlotte qui va suivre dans un instant fait aussi partie de cet EP ? Exactement. Et bien on va l'écouter. A desire like a fire, and we know how we'll play. Ain't ready, they see where I stand, and I know there's no upper hand. Illusion, turn it around and see it. It's all underground, ain't steady. They see where I stand, and I know there's no upper hand. Illusion, they turn it around and see it. Et Samuel, vous êtes en train d'être questionné par Martin et moi j'ai envie que ce soit à l'antenne. Alors Martin, vous avez plein de questions pour Samuel, posez-lui. Non, je lui posais la question de savoir qui c'est qui posait sa voix sur la chanson.
Alors on travaille avec différents chanteurs. Une fois l'instrumental fait, avec Pierre, on va écrire les paroles, écrire la mélodie des paroles. Puis ensuite, on va généralement faire venir plusieurs chanteurs dans le studio, voir quelle voix nous plaît. Et ensuite sélectionner la bonne voix. Oui, c'est comme un instrument en fait, mais ce n'est pas un artiste principal avec la musique qui suit parce qu'on a envie de découvrir une voix en particulier. Là, c'est vraiment la musique qui est au cœur. Oui, exactement. On a un peu été inspiré, c'est une manière de fonctionner qui vient un peu de la musique électronique, où les producteurs sont pas nécessairement les chanteurs. C'est ça. Et nous, on n'avait pas nécessairement envie de tout de suite présenter le projet avec une voix qui allait rester bloquée dessus. Alors, dans le futur, on chantera peut-être. Ça fait partie du plan, mais c'est pas le cœur de notre projet. Qui fait quoi ? On fait tout ensemble. Alors c'est vrai que comme on est à distance, il y en a un qui va commencer le projet, l'envoyer à l'autre, mais on va beaucoup discuter, on va beaucoup s'échanger. C'est comme un match de ping-pong, mais on va tous les deux le gagner en quelque sorte. Il y a plusieurs musiciens qui vous accompagnent. Oui. Vous êtes nombreux, vous êtes combien ? Alors Pierre et moi, on est au cœur du projet. On va faire venir en effet beaucoup de musiciens. On a notamment travaillé avec Tom Davo de l'Impératrice, David Goguet aussi, bassiste de l'Impératrice, mais aussi des musiciens à Londres, des musiciens à Paris. C'est un vrai mélange. Ouais, l'Impératrice, quand on connaît, c'est un super groupe. Et ça m'étonne pas en fait que vous travailliez avec ces musiciens-là, parce qu'il y a cette connotation assez funky que moi, qui me touche énormément. Vous avez fait un premier concert à Rock en Seine. C'était le 23 août dernier. Racontez-nous cette folle expérience, je l'imagine. C'était en effet fou, c'était notre premier concert, la première fois qu'on présentait notre musique à un public. C'était très stressant mais très satisfaisant à la fois. C'était vraiment une super expérience et ça nous a aussi permis d'avoir plus confiance en nous et de vouloir en faire plus. Comment on présente cette musique à un public justement ? Vous êtes tous les deux sur des platines, vous balancez le son, parce que là c'est pas comme si on avait un chanteur sur scène. Exactement. Comment ça se présente ? Alors on est en fait deux et ce qu'on présente c'est une espèce de remix de 40 minutes en continu de toute notre musique. Mixé ? C'est-à-dire que vous mixez ? Comment ça se passe ? Non, alors ce qu'on appelle on trigger, c'est-à-dire qu'on déclenche des sons, on déclenche des samples, des loops, des boucles et ensuite on va aménager ça avec des effets. On va écouter Sky Queen ? Avec plaisir. Et vous êtes en train d'écouter Rose Rose sur l'antenne de Radio J avec ce titre Sky Queen. C'est un bonheur de vous découvrir, Samuel, vraiment de faire découvrir votre musique que je vous disais en off avoir saigné. Je répète, vous êtes un groupe de 2 personnes. Il y a Pierre Leboulch et vous, Samuel de Gainsbourg. Je suis ravie donc de vous faire découvrir cet univers sur l'antenne de Radio J en espérant que vous alliez sur Deezer ou Spotify pour essayer de télécharger cette musique qui, moi, m'accompagne tous les matins depuis quelques jours. Et je me permets de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Est-ce qu'il y a un petit coup de pouce à porter ? Est-ce qu'il y a un appel ? Est-ce que vous cherchez un chanteur, un musicien, un éditeur peut-être ? C'est à vous de nous dire. En effet, on est complètement indépendant. Donc oui, en effet, on cherche des gens pour nous accompagner
pour le futur sur notre projet. En attendant, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok ou encore Facebook. Make It Rose Rose sur Instagram, TikTok Make It Rose Rose également. Et pour Facebook, roserose.danse avec un C. Merci beaucoup Samuel. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio J. Vous revenez quand vous voulez, en 2024 ? Avec plaisir. On se dit ça peut-être pour annoncer une série de concerts, je l'espère fortement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. On a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc le portrait. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et je le disais, comme toujours à la fin de cette émission, Laurie Lag et Martin Petit, on a pour habitude de débriefer tout ce qu'on s'est raconté ou tout ce que vous avez bien voulu nous donner sur l'antenne de Radio J. Et c'est donc maintenant votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Ça va ? Jusque-là, tout va bien. Bon. Pas de mauvaise surprise. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas de mauvaise surprise. Savez-vous que le mot résilience vient d'abord de la résistance au choc d'un métal ? Vous le saviez ? Non, aucune. Alors je vais vous expliquer. C'est qu'en 1954 que 2 psychologues scolaires d'Hawaï d'ailleurs l'ont employé pour la première fois au sujet de ce qu'on appelle le coping. Et le coping, c'est la traduction littérale de se débrouiller, s'en sortir, se tirer d'une situation impossible ou insupportable. Et c'est de là qu'est apparu le terme résilience en psychologie. Alors, aujourd'hui, le danger, comme n'importe quel terme qu'on utilise trop, les pervers narcissiques et les hypersensibles, suivez mon regard, eh bien le mot résilience est un peu employé à toutes les sauces. On est résilient quand on a eu une panne de bagnole et qu'on a trouvé un bon garagiste. Donc effectivement, il faut faire attention. La résilience, c'est pas n'importe quoi. Alors, mais je me permets, Joseph, parce que dans le livre, il y a une définition très claire. Voilà, alors, je vous posais la question. La résilience est une aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Et pour vous, elle est nécessaire, Laurie Lag. Je crois que pour tout le monde dans ce projet, mais c'est vrai que l'origine pleinement de la création de la définition du mot résilience, nous ne l'avions pas. Et voilà. Et c'est vrai que vous êtes des vrais de vrais, quoi, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on emploie un peu ces termes-là à toutes les sauces. Donc il fallait le dire. Mais alors, votre duo, Laurie Lag et Martin Petit, bon, alors là, vraiment, vous remettez le cabinet de psychologie au centre du village. Votre originalité, votre persévérance, le caractère, il faut bien le dire, unique de votre tandem, tout cela transpire la capacité de se renouveler, d'affronter les pires obstacles que la vie peut mettre face à nous. Donc effectivement, à ce titre-là, quand on est privé de liberté, privé d'autonomie, victime d'une enfance douloureuse ou d'un accident absurde, là on est résilient parce que le point commun, à mon sens, est finalement ce qu'en psychanalyse nous appelons la touquée, c'est-à-dire cette mauvaise rencontre qui signe, qui scelle le destin, qui le rend plus âpre, plus tourmenté, plus tortueux, mais qui, dans le même temps, lui offre un caractère unique, presque magique, pour qui s'avère capable, tel Atlas, de porter le ciel sur ses épaules. C'est beau. Mais c'est un peu vrai, non, Laurie Lag ? Il faut porter le ciel sur ses épaules. D'une manière, oui, mais après, je crois que c'est une volonté de transmettre un message, de le faire passer, et parfois il faut un peu plus effectivement que tomber en panne en attendant le garagiste chercher un bon garagiste. Non, mais parce que vraiment c'est cette idée de porter le ciel, c'est-à-dire que finalement nous ne maîtrisons pas au départ. En vous écoutant parler, on s'en rend compte évidemment. On maîtrise pas les choses qui nous arrivent, et puis devant le poids de la vie, certains s'arrêtent, essoufflés, ahuris devant la violence du monde. Ceux qu'ils ressentent, l'impact est trop fort pour continuer, pour se relever. Et puis il y a les autres, comme vous, qui trouvent cette capacité de forer dans cette violence, d'en extraire les plus beaux diamants, qu'ils appartiennent à la chaleur du désert ou à la froideur écarlate des océans. Elle est là peut-être la différence au fond, dans la capacité d'extraire du trauma peut-être un désir de vivre. Une obligation de vivre.
Ah oui, alors ça c'est votre titre, hein. Abandonner n'est pas une option. Exactement, mais après, je pense que quand on a un parcours de vie assez cabossé, comme le mien, plutôt très atypique, même si je pense qu'il y a encore plus à plaindre, hein, clairement, et je reconnais cette chance. Mais la survie fait complètement partie de ma vie, à moi, et je suis d'ailleurs plus à l'aise dans la survie que dans la vraie vie. C'est très drôle, hein, mais finalement, voilà, je crois que le mot qu'il faut retenir de cette situation, c'est que quand on n'a pas le choix, eh bien on est obligé d'apprendre, et quand on apprend, on découvre 1 milliard de manières de pouvoir vivre, parfois dans la difficulté, mais parfois aussi en accomplissant de grandes choses, et résilience, c'est le résultat de ces deux choses. Moi, ce qui m'interpelle, si je peux me permettre, c'est que vous donnez ce choix d'être dans l'adversité, si je peux dire. Déjà, je crois qu'il y a mon frère, je raconte toujours une histoire avec mon frère. On a eu un accident ensemble. On a pris un platane à 120 km/h. Et en fait, il y a deux façons de se raconter cette histoire. Ou moi, je raconte que j'ai survécu, c'est un miracle, puisque j'avais l'autoradio qui a tapé la vitre arrière. Et lui, il est endetté, il a plus de voiture, c'est terrible. Alors que pourtant, on était dans la même situation, lui et moi. Il y a deux manières de se raconter la même histoire. C'est un chemin, en fait, c'est une volonté. Je crois pas que ça soit une force ou quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Je crois qu'on choisit, oui ou non, de voir les bonnes choses dans quelque chose qui peut être dramatique, dur, difficile, et dont on se remet pas. Moi, j'ai décidé d'extraire le rose du noir, pour faire une petite... le rose et le clin noir. d'œil. Mais abandonner est une option pour beaucoup, hein, Laurilac, quand même. Abandonner est la facilité. C'est l'option A. Et après, il y a se battre en option B, et après, renverser la vapeur en option C. Moi, j'aime bien la difficulté, j'aime bien surprendre, mais abandonner, oui, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile, hein, mais c'est quand même, disons, abandonner devant l'adversité de la vie, c'est quelque chose de très banal. En revanche, ne pas abandonner et trouver la force, même dans les situations les plus impossibles, il y a quelque chose d'exceptionnel. Ah ben oui, vous faites partie quand même de l'exceptionnel, et vous le savez. Je me le raconterai pas comme ça. Je crois que j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour d'autres personnes qui se laissent justement submerger sans combattre. Je crois qu'il faut aussi être très fort pour accepter une telle dimension. Oui. Moi, j'ai décidé d'affronter cette chose-là. Je pense que Martin, d'une manière un petit peu différente. Je prétends pas avoir la bonne. J'essaie, en fait. Je fais des essais. Parfois, ils sont chaotiques. Parfois, ça ne marche pas. Mais il y a qu'un moyen de le savoir. Forrest Gump, dans ce film que j'adore, il disait, maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Il faut goûter pour savoir si on aime. Je crois que ça résume assez bien, en fait, ce qui nous attend quand on arrive sur cette terre. Et Salomé Lelouch, la semaine dernière, nous disait que la vie c'était comme un cure-dent aussi, on pouvait pas réessayer. on pouvait pas s'en servir deux fois. A priori, il y a deux côtés, mais ok. Alors, bon, moi j'ai envie de vous rendre hommage, hein, c'est vrai, pour terminer ce portrait. Je dirais que moi, quand j'ai entendu que le documentaire allait être projeté au Grand Rex, je me suis dit quand même, c'est très juste, parce que ce sont les rois de ce bas monde, hein, ceux qui relèvent les défis que leur impose la vie, ceux qui ne baissent pas les yeux, ceux qui ne sont pas honteux face à un destin qu'ils n'ont pas cherché à avoir. D'ailleurs, faut-il le rappeler, nous ne connaissions pas l'étoile sur lesquelles nous sommes nés, hein, chacun d'entre nous. Eh bien, vous êtes les capitaines de votre désir, et pour cela, vous avez travaillé à ce que nous essayions tant bien que mal de vivre pour survivre. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Joseph Agostini. En début d'émission, on avait dit original, sauvage, unique pour Laurilac et résilient, réfléchi et persévérant pour Martin Petit. Je pense que tout y est. Absolument, tout y est. Merci beaucoup Joseph Agostini. À lundi prochain sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Laurilac et Martin Petit d'être venus nous voir pour votre livre d'exploration, résilience aux éditions Epaventure. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci à Rose d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à retrouver sur les réseaux sociaux et à retrouver notamment sur Spotify. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud, et puis également Philippe Sinclair à la réalisation aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de
de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec l'acteur Aurélien Recoin pour le nouveau film de Philippe Garrel, Le Grand Chariot. À demain et belle journée à tous sur Radio J.